Ok, les indicateurs techniques font partie de la boîte à outils des analystes modernes. À vrai dire, moderne, cela veut juste dire ce qui était dans le passé, d'accord? Donc, il y a eu beaucoup de personnes dans le passé qui ont essayé de comprendre comment les marchés évoluaient, notamment Isaac Newton par exemple, qui investissait dans les actions des Thales. Et ce qui est bizarre avec ça est que quand il investissait dans les actions de Thales, les actions se sont effondrées, il a perdu beaucoup d'argent, d'accord? Et puis, sa phrase préférée est je peux arriver à calculer la gravité terrestre, mais je ne peux pas arriver à comprendre la psychologie des foules. Voilà, c'est l'une des personnes qui essaie de comprendre par des méthodes mathématiques ou des méthodes algébriques comment le marché évoluait. Par contre, il y a d'autres personnes qui sont venues après lui, notamment après lui ou avant lui, peu importe, notamment les John Bollinger, les Wilder, etc. Et on va voir dans ces lives certaines de ces personnes et certains de ces indicateurs. Alors, je commence à préciser que les indicateurs techniques sont des courbes, des lignes qu'on met sur les graphiques pour essayer de comprendre où est-ce que le marché va aller par le futur. Vous savez, le but de l'analyse, pour nous les traders, c'est analyser le marché dans le présent, comprendre le présent ou le passé, pour anticiper, pour se positionner et avoir beaucoup de probabilité de réussir un trade qui va se dérouler dans le futur. Alors je disais, c'est quoi l'analyse moderne? C'est une forme d'analyse graphique faite avec des indicateurs. Voilà, des indicateurs, ils donnent des indications, des signaux, soit des signaux d'achat ou des signaux de vente, dépendamment de certains calculs mathématiques. Et ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être très compliqué. Parce que quand je parle de mathématiques, beaucoup de gens vont se dire oh, le maths, ça ennuie, etc. Alors, les indicateurs techniques délivrent des signaux, voilà ce que je disais, qui vont nous indiquer la direction future des prix, où est-ce que le marché va aller dans le futur. Alors, parmi ces indicateurs, on distingue deux types. Et les indicateurs des tendances et ce qu'on appelle les oscillateurs. D'accord? Une forme d'analyse graphique faite avec des indicateurs, ce qu'on appelle l'analyse moderne. Les indicateurs, donc, on a l'analyse technique. Voilà, l'analyse technique, elle est divisée en deux. Il y a l'analyse graphique ou l'analyse chartiste, d'accord? Donc tout ce qui est fait toute analyse qui est fait avec un graphique à nu est appelée analyse chartiste parce que c'est une analyse qui est faite directement sur le graphique. Que ce soit ICT, SMC, que ce soit le vague d'Elliott, que ce soit les chartistes, voilà, les figures chartistes, toutes ces catégories, on appelle ça l'analyse chartiste, l'analyse graphique. Parce qu'en anglais, chart signifie graphique, d'accord? Et il y a une autre forme d'analyse de l'autre côté qu'on appelle l'analyse moderne. Elle est faite grâce aux indicateurs, d'accord? Alors comprendre l'analyse technique, c'est fait partie d'un grand pas en tant qu'analyste, en tant que trader. On devait maîtriser l'analyse moderne, c'est très très important. Alors je disais aussi, les indicateurs techniques délivrent des signaux qui vont nous indiquer la direction future des prix. Alors, à part ces indicateurs, on a aussi les indicateurs de Bill Williams, voilà, à part les indicateurs de tendance et les oscillateurs, on a les indicateurs de Bill Williams, on a les indicateurs de volume, etc. Donc si vous allez dans la boîte à outils où il y a des indicateurs, puis la liste des indicateurs, vous allez retrouver les indicateurs de tendance, les oscillateurs, les indicateurs de Bill Williams et les indicateurs de volume. Alors, les indicateurs de Bill Williams et les indicateurs de volume dépassent largement les cadres de cette formation parce qu'ils sont des indicateurs un peu complexes et en tant que débutant, c'est pas très bien, c'est pas très joli, même si je les voulais de vous les apprendre. D'accord? Alors on va les indicateurs de tendance. Okay? Les indicateurs de tendance donnent souvent des signaux en retard. Si vous devez maîtriser, que les indicateurs de tendance donnent souvent des signaux en retard, pendant que les oscillateurs donnent des signaux en avance. D'accord? Vous avez un signal en avance, ça c'est pour les oscillateurs, et des signaux en retard pour les indicateurs de tendance. Donc, combiner les deux peut faire une stratégie de trading performant. Donc, vous devez apprendre à combiner les deux, à combiner les oscillateurs et les indicateurs de tendance. Alors, les indicateurs de tendance, le point de départ. Quel est le point de départ? Si vous devez comprendre pour les indicateurs de tendance,
les indicateurs des tendances. Donc on a vu ensemble qu'il y a deux formes d'indicateurs et les indicateurs. Il y a les indicateurs, voilà. Donc, il y a donc dans l'analyse moderne, il y a les indicateurs de tendance, les indicateurs et les oscillateurs, d'accord. Alors on va voir les indicateurs de tendance. Quel est le point de départ? Il existe une gamme énorme d'indicateurs, d'accord, des tendances. Parmi eux, on peut citer, ok, le moyenne mobile, les bandes de Bollinger, l'ADX, d'accord, on appelle ça Average Direction Index, les enveloppes, Ishimoku Kinkoyo, le parabolic SAR, les standard deviation, etc. D'accord. Alors, parmi eux, okay, parmi ces indicateurs que je vais vous citer, le plus utilisé sont Ishimoku Kinkoyo, les moyennes mobiles, et les bandes de Bollinger. Donc, à chaque fois que vous regardez des traders un peu avancés qui utilisent des indicateurs, vous verrez la majorité d'entre eux utilisent les moyennes mobiles, le banc de Bollinger ou Ishimoku Kinkoyo. D'accord. Alors, on va essayer de voir ces indicateurs le plus utilisés, ok, par plusieurs personnes. Vous allez comprendre pourquoi dans les slides qui vont suivre. C'est parti. Alors, on va commencer par les moyennes mobiles. D'accord. Alors, une moyenne mobile, c'est juste une courbe, d'accord, qui est insérée sur les graphiques. Donc, c'est juste une courbe qui est insérée sur les graphiques. Comment est-ce qu'une moyenne mobile est-elle calculée? Ça, c'est la question à se poser, même s'il y a pas un peu d'interrogation. Alors, avant de parler comment une moyenne mobile est calculée, parlons des types de moyennes mobiles. À vrai dire, il y a 4 types de moyennes mobiles. Il y a les moyennes mobiles simples, les moyennes mobiles exponentielles, les moyennes mobiles lissées et les moyennes mobiles pondérées. Alors, ce que vous devez maîtriser, les moyennes mobiles simples, exponentielles, lissées et pondérées. D'accord. Donc, maîtrisez tout d'abord cela. Alors, pour ceux qui sont un peu sceptiques, donc une moyenne mobile, comment elle est calculée? D'accord. Voilà. On prend la somme, okay, des n périodes. D'accord. Donc, on prend donc la somme des n dernières clôtures, on les divise par les nombres. Voilà. Donc, si je prends la somme de prix de clôture des 9 périodes, d'accord, je vais diviser par cette période qui est de 9. D'accord. N est la période. Voilà. Donc, je vais vous donner un exemple. On prend la période des 5 par exemple. D'accord. Cela veut dire qu'à chaque fois que j'ai 5 datas en arrière, j'ai fait la moyenne. Et encore, une fois j'ai la 6e data, d'accord, je vais prendre 5 datas à partir de la 6e data. Donc, la 6e data va être éliminée et je vais continuer à avancer. Voilà, c'est comme ça que la moyenne mobile avance dans le temps. C'est comme ça que cette courbe se forme dans le temps. On peut compris le calcul. Alors, si on prend par exemple ces datas, d'accord, donc avec ces datas ici, d'accord, j'ai le prix de clôture qui est de 12. Par exemple, pour une actif XY, j'ai le prix de clôture journalière par exemple qui est de 12. Donc, on était les premiers 5 2010, j'ai le prix de clôture qui était de 12. D'accord. Donc, la journée d'après, le marché clôture à 13. La journée d'après, le marché baisse un peu, le clôture à 11,5. La journée d'après à 15, la journée d'après à 17. Donc, je vais avoir une moyenne mobile à 5 périodes. Donc, cela veut dire que je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5. Alors, dépendamment de la formule, pour trouver la moyenne, bon, cette moyenne ici, je dois prendre celui-ci, celui-là, 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 donc la somme de ces 5 périodes, et je vais les diviser par 5. D'accord. Alors, par contre, ce qui donne 13,7. Par contre, quand j'arrive ici, je vais maintenant prendre celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça crée toujours 5 périodes, ça prend 5 données d'y passer. Alors, quand on avance donc, au 6e donnée, il va en prendre encore 5 données d'y passer. Quand on avance au 7e donnée, il va en prendre 5 données à partir de la 7e donnée. Alors, je crois que c'est simple pour tout le monde. Alors, on va passer. Alors, voici un exemple de la moyenne mobile simple à 20. Donc, j'ai une moyenne mobile simple de 20 périodes et une moyenne mobile 5 à 50 périodes. Voilà, quand je parlais des maths, les gens commençaient à se dire: ah, les maths, putain, les maths. Non, c'est pas très compliqué. D'accord. Même si vous ne comprenez pas les formules ou que vous ne les maîtrisez pas, vous arrivez à utiliser et à comprendre l'interprétation d'une moyenne mobile. Voilà. Parce que même si il y a certaines personnes qui se disaient peut-être moi je suis faible à maths, je ne vais pas réussir. Non, non, ne vous inquiétez pas, ça va être simple. Les formules attendez que c'est juste explication, juste pour vous faire comprendre comment ça fonctionne. Je disais, une moyenne mobile. Donc là, on a maintenant un exemple, d'accord? Il y a un exemple d'une moyenne mobile à 50 périodes et d'une moyenne mobile à 50 périodes. Je vais expliquer par un exemple
Donc dans l'exemple, j'ai donné l'exemple d'une moyenne mobile à 5 périodes. Par contre, là, on a 20 périodes et là, on a 50 périodes. Donc à chaque fois que à chaque fois que les plis de clôture, okay, montent, la moyenne, la moyenne de ces plis de clôture monte aussi. D'accord? Voilà, c'est ça. Alors, une moyenne mobile 20 périodes, cela veut dire que, donc par exemple, la valeur de la moyenne mobile à ce niveau ici égale à 20 périodes en arrière. Ok, 20 clôtures en arrière. D'accord? Alors, par contre, pour la moyenne mobile à 50 périodes, donc la valeur de la moyenne mobile, le positionnement de la moyenne mobile, parce que pour repérer un point, il faut un abscisse ordonné, la valeur du point, la valeur du point dans ce repère égale à 50 périodes en moyenne. Donc on prend la moyenne des 50 périodes en arrière. D'accord? Alors, on va maintenant passer aux applications d'une moyenne mobile. D'accord? Je crois que vous avez un peu compris comment fonctionne une moyenne mobile, etc. D'accord? Alors, les applications d'une moyenne mobile, la première application que je vais vous donner ce soir, c'est les rebonds. D'accord? Alors là, ce que vous avez devant vous, c'est une moyenne mobile à 50 périodes. On peut regarder que, bien que vous ne maîtrisez pas très bien le calcul d'une moyenne mobile, vous vous en foutez. Vous devez tout d'abord, vous devez seulement savoir que c'est une courbe. D'accord? Une courbe qui est dessinée sur le marché et qui, à chaque fois que le marché rebondit, rebondit sur cette moyenne mobile, le marché continue à monter. Et vous devez aussi comprendre qu'à chaque fois que le marché est au-dessus, voilà, passe au-dessus de la moyenne mobile, le marché doit monter. D'accord? C'est ça le but de cet indicateur. Voilà. Soit, voilà, à chaque fois que le marché est au-dessus, le marché doit monter. Et ce qui est aussi très important à comprendre sont les rebonds. Voilà, chaque fois que le marché baisse et vient toucher la moyenne mobile, il rebondit ici et continue son chemin à la hausse. D'accord? Alors ça, c'est le plus important, c'est la première application d'une moyenne mobile. Par contre, certaines personnes vont parler aussi des croisements. Croisement de moyenne mobile, une moyenne mobile longue, une moyenne mobile qu'on appelle une moyenne mobile lente, et une moyenne mobile rapide, une moyenne mobile courte. Ils vont dire que les croisements indiquent une signal d'achat ou de vente. Voilà. Pour des moyennes mobiles avec de petites périodes, par exemple 5, 10, ça peut fonctionner. Mais pour des moyennes mobiles avec des grandes périodes, genre 20, 50 ou 100, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez le regarder d'ailleurs ici. Ici, on a croisement de la moyenne mobile, donc croisement baissière. Là, ils vous disent que vous devez vendre. Mais là, c'est trop tard. On ne peut pas vendre là. C'est trop tard. Regardez. Par exemple, une autre croisement ici. Là, c'est trop tard. Par contre, ce que moi je peux proposer de faire, c'est le croisement du prix avec la moyenne mobile rapide. Voilà, là ça donne un signal un peu plus moins éloigné par rapport au croisement des deux moyennes mobiles. D'accord? Alors voilà. Première application, les croisements, donc les croisements du prix et de la moyenne mobile. Deuxième application, les rebonds sur la moyenne mobile. Voilà, quand vous avez une moyenne mobile et que le marché rebondit ici, arrive tout proche de cette moyenne mobile, attendez-vous soit à un rebond, soit à une cassure. Alors, on va regarder un tout petit peu notre leçon très importante. Voilà, il y a des moments où la moyenne mobile va vous délivrer des faux signaux. Et il y a des moments où la moyenne mobile va vous délivrer des belles signaux. En vrai dire, vous devez comprendre que le marché a 4 phases. Voilà, donc je disais que les marchés à 4 phases, la phase in ou la phase de range, on va se retourner à la hausse, le marché choisit une direction, chercher des opportunités. Et une fois le marché a évolué à la hausse, il va former ce qu'on appelle la phase 4. Pendant la phase 4, c'est encore un marché de range et c'est un marché à inviter. Du coup, après, le marché va se décider, va aller soit à la hausse, soit à la baisse. Dans notre cas, le marché s'est retourné à la baisse. Donc, vous pouvez continuer à chercher des opportunités de vente. Voilà. On va passer au deuxième indicateur parce que le moyen mobile, on va en parler encore à la fin sur mon graphique, sur ma plateforme. Alors, le deuxième indicateur, c'est les bandes de Bollinger. Le banc de Bollinger, c'est cet indicateur a été développé par John Bollinger. Bon, d'ailleurs, il a donné son nom, banc de Bollinger, au début des années 80. C'est pas aujourd'hui. Alors, cet indicateur est constitué de deux bandes. On a une bande supérieure et une bande inférieure. Et juste au milieu, on a une moyenne mobile. C'est pour cette raison que j'ai commencé à vous apprendre les moyennes mobiles. Je vais vous apprendre les bandes de Bollinger. D'accord? Alors, comment est le calcul? D'accord? Comment cet indicateur est calculé? Alors,
voilà, on sait comment une moyenne mobile est calculée. Ce qu'on va voir maintenant, c'est l'écart type, l'écart des deux bandes, parce qu'elle constitue des bandes, une bande supérieure et une bande inférieure. Voilà, donc la formule c'est écart type égal à la somme des clôtures moins la moyenne mobile simple, la moyenne mobile simple, les taux au carré divisé par n. Mais ne vous inquiétez pas, la formule c'est pour les sceptiques, mais ça ne vous empêchera pas d'utiliser cet indicateur, d'accord? Parce que je sais, même moi aussi, je n'aime pas les maths. D'accord, alors, c'était histoire donc c'était pour les sceptiques, ok? Alors, trois courbes des bandes de Boulanger. Dans la bande de Boulanger, la bande supérieure, la bande inférieure, la moyenne mobile au-dessus. Donc, c'est comme ça que cet indicateur est placé sur les graphiques, ressemble sur les graphiques. On a une bande supérieure, une bande inférieure et une moyenne mobile au milieu. D'accord? Donc, vous allez comprendre cet indicateur. C'est parti. Alors, on a les bandes de Boulanger. D'accord? Comme vous le regardez avec sa bande supérieure, sa bande inférieure. Avec sa bande supérieure et sa bande inférieure, elle a 4 phases. Vous allez me dire, ok, l'histoire des 4 phases. Le bande de Boulanger a 4 phases. D'accord? Donc, avec sa bande supérieure, sa bande inférieure et sa moyenne mobile du milieu. Alors, pour ceux qui sont venus un peu en retard, donc désolé pour n'avoir pas accepté votre invitation rapidement. C'est juste histoire de. On ajoute des personnes dans le live et en même temps on anime les lives, c'est des choses à la fois. Alors on est vraiment désolé. Alors on continue, d'accord? Je disais que les bandes de Boulanger ont 4 phases. On a la première phase qu'on appelle la phase de contraction. La bande supérieure et la bande inférieure vont se contracter, d'accord? Il y a la phase d'explosion. Vous allez voir les bandes supérieures, la bande inférieure qui vont exploser. La bande supérieure va aller à la hausse, la bande inférieure à la baisse, donc c'est une phase d'explosion. Par après, vous allez avoir une phase de continuation. Pendant cette phase, la bande de Boulanger supérieure baisse et la bande de Boulanger inférieure baisse. Là, c'est dans un marché baissier. Par contre, dans un marché haussier, vous allez avoir la bande supérieure qui monte et la bande inférieure qui monte. Ça, c'est une phase de continuation. D'accord? Et à la fin, vous avez une phase d'essoufflement. D'accord? Pendant cette phase d'essoufflement, vous allez avoir la bande de Boulanger inférieure qui va monter et la bande de Boulanger supérieure qui va baisser. Voilà. Je crois que c'est un peu simple à comprendre avec l'illustration. Yes. Alors, ne tradez jamais dans la phase IN et 4, préférez les 2 et les 3. Ça, c'est un très grand conseil. Donc, il faut préférer toujours, il faut trader, quand vous tradez les bandes de Boulanger, il faut trader pendant la phase 2 et pendant la phase 3. Donc, la phase 4 et la phase IN, mettez-les de côté. D'accord? Alors, ce que vous devez faire plutôt, moi, ce que je conseillerais, c'est trader pendant la phase D, d'accord? Manager le trade pendant la phase 3 et sortir du trade pendant la phase 4. Voilà, c'est la meilleure des phrases. Alors, j'ai pris une image, j'ai capturé l'image et j'ai inséré sur mon graphique euro-dollar H1, d'accord? Et on a vu que, voilà, en janvier, donc c'est une image qui est récente, en juin, pardon. On peut voir les 4 phases que je vous parle, les 4 phases des bandes de Boulanger. D'accord? On peut regarder ici, c'est la phase IN, d'accord? On a la bande de Boulanger supérieure, la bande de Boulanger inférieure qui se contracte, d'accord? On a la phase d'explosion, la bande de Boulanger supérieure et la bande de Boulanger inférieure s'écartent, d'accord? Il y a un écartement. Par contre, dans la phase 3, la bande de Boulanger supérieure monte, la bande de Boulanger inférieure monte aussi. Dans la phase 4, la bande de Boulanger inférieure baisse et la bande de Boulanger supérieure monte. Et on peut voir après, il y a un retournement de marché. Alors, la phase que je vous disais, entrer pendant la phase IN, d'accord, ou soit à la cassure ici, donc on a vu en haut un sommet, en creux, et l'autre sommet, vous entrez là avec un top loss ici. Vous attendez que la vague 3 ses profils, donc vous restez dans votre trade très serein. Quand vous commencez à voir la phase 3, d'accord, la phase 3, vous managez votre trade, vous prenez 50% ou 70% comme vous voulez, vous clôturez tout votre trade. Et pendant la phase 4, vous clôturez vraiment tout, d'accord? C'est un peu ça. Je crois que vous avez compris un peu la moyenne, donc le monde de Boulanger. Et ça ne va plus être un problème pour vous. Alors, avant de continuer, j'aimerais savoir si on est un peu ensemble jusqu'à là. Parce que
Alors là, voilà pourquoi vous devez trader la phase 2 et 3 au lieu de la phase 1 et 4. Alors, le banc de Bollinger, c'est aussi un indicateur de volatilité. Il va vous permettre de mesurer la volatilité sur le marché. Alors, la volatilité baisse, le banc de Bollinger se resserre. Donc, on sait que quand il n'y a pas de volatilité sur les marchés, ça ne sert à rien d'acheter ou de vendre parce que la tendance ne va pas être présente. Et il y a toujours un dicton pour les traders qui dit The trend is your friend. Donc, la tendance, c'est votre ami. Il faut suivre la tendance. Alors, cet indicateur va te permettre de repérer les zones ou les périodes où les marchés ne va pas être volatile. Alors, ça ne sert à rien de trader un actif qui n'est pas volatile. D'accord? Alors, on a aussi les cours s'accélèrent, les bandes s'écartent. Donc, lorsqu'on a de la volatilité sur les marchés, on va voir les bandes de Bollinger qui vont se resserrer. Et pendant cette période, on a une tendance qui est claire. Par exemple, si on voit une tendance qui est claire, par exemple en H4, d'accord, ça veut dire qu'on aura beaucoup d'opportunités, par exemple, de remonter ces mobiles, de casser ces mobiles, ces unités de temps inférieures. C'est juste ça un peu les contextes, c'est juste ça un peu la globalité, d'accord. Alors, il y a aussi une autre chose avec les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger, donc la bande supérieure et la bande inférieure, peuvent jouer des rôles de support et résistance. On vous a appris qu'un support supporte les marchés et une résistance résiste au marché. Moi personnellement, c'est ça la définition que je donne au support et résistance, d'accord. Donc, on peut regarder ici en rouge, donc le petit triangle en rouge, la petite flèche en rouge, désigne la résistance au marché face à cette bande de Bollinger supérieure. Donc, lorsque le marché sort des bandes de Bollinger supérieures, il joue au fils des rôles de support. Il y a aussi, bon, il y a aussi une autre chose avec les bandes de Bollinger. Vous devez savoir que dans 80, donc dans 75% des cas, les marchés doivent évoluer à l'intérieur du banc de Bollinger. Si le marché sort à l'extérieur du banc de Bollinger, attendez-vous à une réintégration à l'intérieur du banc de Bollinger. Donc voilà, c'est ce qui explique aussi le fait que la bande supérieure et la bande inférieure jouent les rôles de support et de résistance. D'accord? On peut regarder ici le marché, donc la bande inférieure a joué le rôle de support. Ici, le banc de Bollinger inférieur qui a joué le rôle de support. Ici, même chose, la même chose et la même chose. D'accord? On peut aussi combiner un peu de bougies japonais. On a ici une harami baissière. Voilà, je disais, donc on peut aussi combiner un peu les bougies japonais. Donc on a ici un harami baissière, voilà, qui a tiré le marché vers les bas. Harami haussier, d'accord? On a une bougie, une longue bougie et une petite bougie qui suit, d'accord? On a ici une étoile d'histoire qui a fait dérouler le marché à la baisse. On a ici un petit pendu, donc voilà, un petit, comment on appelle, un petit marteau qui a ramené le marché vers les hauts. Je coupais par là. Alors, on va passer, vous avez compris, les supports résistants. Les bandes de Bollinger peuvent jouer aussi le rôle des supports et des résistances. Alors, on va voir un peu quelques signaux de trading avec les bandes de Bollinger. Donc, je vous ai dit qu'il est préférable de trader pendant la phase 2. Donc, pendant la phase 2 et la phase 3. Alors, on peut regarder ici sur le marché qu'il y a contraction des bandes. Là, on a la phase in. D'accord? Alors, lorsque les deux bandes s'écartent, donc à partir d'ici, on commence à voir la bande supérieure, la bande inférieure qui commence à s'écarter. D'ailleurs, quand on voit la phase in de bande de Bollinger, c'est que ce qui va suivre, ça sera la phase 2 ou la phase 3. Alors, essayez de chercher une entrée pendant cette phase in, où les marchés se préparent avant d'exploser, va faire une énorme différence. D'accord? Alors là, on peut voir un signal de vente à ce niveau-là, et on pourrait regarder que les marchés est allé à la partie basse du graphique. Même chose que là, on avait un signal à ce niveau ici, le marché est allé dans la partie basse du graphique. Là, on a eu aussi un signal, le marché est parti vers la partie basse du graphique. Alors, bon, je crois que c'est fini pour les indicateurs des tendances. Hein. Avec les deux, les moyennes mobiles et les bandes de Bollinger, pour vos débutants, c'est assez suffisant. Savoir les exploiter au maximum, c'est ce que je vais essayer de faire dans ces lives, vous apprendre à comment les exploiter au maximum va faire une énorme différence en tant que trader, d'accord? Alors, on va parler des oscillateurs, un petit peu sur les oscillateurs. Un oscillateur, comme le nom l'indique, oscille souvent entre un certain niveau. Et souvent, ces niveaux, c'est les 100 et les 0. Bon, il y a des exceptions, comme par exemple les Commodity Channel Index, ou les CCI, c'est comme ça qu'on l'appelle. Voilà, il n'a pas de borne. Alors, ces indicateurs sont souvent affichés sur les bas du graphique. Donc, quand vous insérez ces indicateurs, ils vont s'afficher en bas du graphique. Alors, voici un exemple. Donc,
vont s'afficher de cette façon-là. Vous avez le AO, vous avez en haut les cours, vous avez en bas les oscillateurs. Voilà. Voici un exemple. Alors pour les oscillateurs, ils vont être bornés entre un certain niveau. Bon, il y a certains indicateurs, on va passer. Voilà, il existe des types d'oscillateurs. D'accord. Il y a les oscillateurs bornés, d'accord, qui vont être bornés, par exemple, des 100 à 0, ils vont être bornés à ce niveau là-bas, d'accord. Ils sont bornés entre des niveaux. Par exemple, les RSI, les stochastiques, ils sont bornés entre les niveaux des 100 et les niveaux des 0, d'accord. Il y a les indicateurs non bornés, voilà, les momentum, voilà, les CCI ou le Commodity Channel Index. Les indicateurs les plus utilisés est les RSI. Voilà. Les RSI, c'est l'indicateur le plus utilisé par beaucoup de traders professionnels. Alors, cet indicateur va nous permettre de voir si un actif est surracheté ou survendu. D'accord, juste ça. Je vous ai dit au début qu'un oscillateur, c'est un indicateur avancé. Il va vous délivrer les signaux en avance. Voilà que pour les indicateurs des tendances, il va vous indiquer des signaux en retard. Et on a vu avec les moyennes mobiles que les signaux étaient toujours en retard. Le marché commence d'abord à monter avant que l'indicateur nous délivre un signal d'achat. Voilà. Alors, voilà, les RSI va te permettre de trouver les surachats et les surventes d'un actif. Et par exemple, un actif qui est surracheté ou survendu, si tu sors pendant la survente ou la surachat ou le surachat, ça veut dire que tu vas t'épargner du retournement de marché, soit du retournement de marché à la baisse si tu es en train d'acheter, du retournement de marché à la vente si tu es en train de vendre, d'accord. Voilà, du retournement de marché à l'achat si tu es en train de vendre. Alors, le Relative Strength Index, okay, le premier indicateur, le premier oscillateur le plus utilisé, c'est cet indicateur développé par John Wilder. D'accord, il a écrit un livre que j'aime beaucoup, Vivre du Trading. C'est l'indicateur, donc c'est un livre de Wilder. Il a inventé cet indicateur en 1978. J'ai fait une petite recherche. 1978, pour les gens qui aiment l'histoire. Elle est basée sur un calcul mathématique. Alors voici la formule pour les gens qui aiment les maths. Les RSI égale à 100 moins 100 divisé par 1 plus les hauts et les bas. D'accord, c'est justement ça, justement comme ça qu'elle est calculée. On a les hauts, on a les bas. Donc on fait 100 moins 100 divisé par 1 plus les hauts divisé par les bas. Point barre. Cet indicateur est borné entre les niveaux des 100 et les niveaux des 0. Par contre, si la courbe de l'indicateur part entre les 30 et les 0, on parle des surventes. Alors, je vous ai dit que l'indicateur va permettre de trouver sur les marchés les surachats et les surventes. Alors la zone les zones des surachats, voilà, les zones des surventes, c'est la zone de 0 et 30. D'accord. Lorsque le marché part dans la zone des 0 et 30, dans cet intervalle, on parle que le marché est survendu. Et si la courbe de l'indicateur part dans la 70, on parle des surachats. Juste ça. Je ne vous demande pas de maîtriser la formule, mais de maîtriser les troisièmes bullets. Voilà. Alors, voici la zone des surachats et la zone des surventes. Je vous disais, donc la zone des surachats pour cet indicateur, c'est la zone elle est située entre 0, donc entre, voilà, surachat entre 70 et 100, d'accord, survente entre les 30 et les 0, d'accord. On continue. Je crois que là, c'est clair tout d'abord pour tout le monde. Dans la zone de surachat, la zone de survente, c'est plus un problème pour tout le monde. Alors, on va voir maintenant, voilà la zone des surventes. D'accord, je vous ai dit que les oscillateurs nous donnent des signaux en avance, contrairement aux indicateurs de tendance qui donnent des signaux en retard. On peut regarder ici, le marché était en train de baisser, d'accord. On est arrivé à ce niveau ici, le marché était en survente. Cela veut dire que voilà, on était en train de vendre, mais ce qu'on vendait, l'actif qu'on vendait était déjà survendu. Alors, les signaux étaient délivrés à ce niveau là-bas, on pourrait déjà vendre et sortir au bon moment sur les marchés avec un signal qui est en avance. Voilà. Il y a une autre chose avec le Relative Strength Index ou les RSI, l'indice de force relative, hein. C'est les divergences, d'accord, les divergences haussières et baissières. Voilà, par les zones des surachats et des surventes, une deuxième application
du relative strength index, c'est les divergences haussières et les divergences baissières. Alors, une divergence, c'est quoi? C'est lorsque les prix partent dans un sens, mais par contre, l'indicateur part dans l'autre sens. D'accord? Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Par exemple, les prix nous forment en plus haut, d'accord? Mais l'oscillateur va nous former en plus bas. Donc, on peut regarder ici sur cette image que lorsque les courbes, donc la courbe de l'oscillateur monte, le marché monte aussi. La courbe de l'oscillateur baisse, le marché baisse aussi. Là, ils sont en convergence, d'accord? Mais il va y avoir un certain moment, dans certaines circonstances, où la courbe de l'indicateur va baisser, donc va aller plus bas, va former en plus bas sur l'oscillateur, et va voir en plus haut sur les marchés. D'accord? Alors, voilà, le même cas, donc c'est le même cas pour un exemple baissier. Les marchés vont nous former en creux, d'accord? Mais l'oscillateur va nous former en sommet. Alors, on va voir certains exemples. On a une belle divergence baissière sur les marchés. Vous pouvez regarder ici d'ailleurs sur l'analyse graphique, l'analyse chartiste. On a comment on appelle ça? Un wedge, d'accord? Ou un biseau descendant, d'accord? Avec ces bisons descendants, on peut regarder que le marché nous a formé un creux ici, nous a formé un creux plus bas que les creux précédents. Par contre, si l'indicateur, on avait un creux qui était ici, on avait un sommet, creux, sommet, creux, creux. Vous voyez, ça c'est une divergence. On appelle ça une divergence baissière. Et souvent, ça indique un retournement de marché à la hausse. D'accord? Donc, c'est le même contexte. Un oscillateur délivre un signal en avance, avant. D'accord? Et parmi ces signaux délivrés en avance, il y a tout d'abord les CRH et les servantes, et il y a aussi les